Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue, puisque j'ai pas mal de travail en ce moment, notamment monter le montage de pas mal de dossiers patrimoniaux, hein. Il y a eu pas mal de PER, des assurances vie, du Girardin, du Pinel, de la SCPI, donc énormément voilà, de dossiers à monter, hein, parce que beaucoup d'entre vous, toujours hein, suite à mon webinaire du 15 avril, ont souhaité que je les accompagne en gestion de patrimoine. Et donc, évidemment, ma priorité, ça va effectivement à ces personnes, hein, puisque il s'agit de véritables investissements qui peuvent avoir, évidemment, qui ont des conséquences pour ces personnes. Néanmoins, voilà, l'actualité m'impose aussi de vous partager un petit peu ma vision de ce qui se passe, en ce moment. Alors vous voyez un petit peu mon écran, hein, point marché donc du 25 juin 2023. Donc au moment où je vous fais cette vidéo, heu, en pleine énigme, en plein flou de ce qui se passe en Russie, hein, d'où le titre de cette vidéo: «Alerte rouge en Russie». Alors disclaimer, hein, moi je suis pas du tout un spécialiste de la Russie, hein, donc je vous appelle à faire la plus grande vigilance à des personnes qui commencent à se dire spécialistes de la Russie ou de l'Ukraine. C'est ces mêmes personnes qui se sont autoproclamées spécialistes du Covid ou de la médecine il y a 3 ans. Donc moi, je suis loin d'être un spécialiste de la région. Je m'intéresse un petit peu à la géopolitique, mais je suis avant tout un professionnel de la gestion de patrimoine, des investissements et des marchés financiers, bien avant d'être un expert de la Russie ou de quelques régions du monde que ce soit. Néanmoins, je suis obligé de m'intéresser à ce qui se passe parce qu'il s'est passé pas mal de choses après la fermeture des marchés, hein, du vendredi 23 juin au soir, hein, donc entre la journée de samedi, notamment le samedi 24 juin, et ce matin, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je vous cite, hein, c'est des articles hein, de 20 minutes, hein, donc, vous voyez, je suis pas infiltré au sein des services de renseignement pour vous donner de l'information dont j'aurais connaissance et que personne ne connaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà le vendredi 20h30, donc il y a Evgeny Prigojine qui appelle au soulèvement. Et alors, évidemment, il se défend de faire un coup d'État militaire, mais il appelle la population à se soulever contre ses dirigeants qu'il estime ont trahi le peuple russe. Donc vendredi minuit, les troupes de Wagner entrent en Russie, hein, donc Evelyne Prigojine affirme aux premières heures de samedi que ses troupes sont entrées sur le territoire russe et qu'il ira jusqu'au bout. Il assure que ses forces sont prêtes à mourir pour la patrie et libérer le peuple russe. Donc évidemment, ça peut rappeler un petit peu ce qui s'est passé, hein, la tentative de putsch contre Gorbatchev en 91, qui avait d'ailleurs abouti à l'effondrement de l'Union soviétique. Là, on a un début, disons, de soulèvement. Donc 4h30 du matin, hein, samedi, Wagner à Rostov, hein, donc Evelyne Prigojine déclare s'être emparé du quartier général de l'armée russe de Rostov, centre clé pour l'assaut russe contre l'Ukraine, et avoir pris le contrôle de sites militaires, dont un aérodrome. Donc un régime d'opération antiterroriste est instauré à Moscou et dans sa région, mesure qui renforce les pouvoirs des services de sécurité. 9h30, samedi, Poutine dénonce une trahison. Donc, lors d'une allocation télévisée, Vladimir Poutine accuse Prigojine d'avoir trahi la Russie à cause de ses ambitions démesurées, jure de ne pas laisser une nouvelle guerre civile se produire en Russie et promet des mesures fermes contre la menace mortelle posée par la rébellion armée de Wagner. Il admet que la situation est difficile à Rostov. Donc là, c'est assez compliqué. Et dans la foulée, hein, Prigojine répond à Poutine: le président s'est profondément trompé. Nous sommes des patriotes. Personne ne va se rendre à la demande du président, des services de sécurité ou de qui que ce soit. 11h50, Wagner signalé à Voronezh.
Donc, les autorités russes annoncent combattre un important incendie dans un entrepôt de carburant à Voronezh, à 550 km au sud de Moscou, où la présence de Wagner a été reportée. La population de la région est appelée à rester chez elle. 14h35, Kadyrov envoie des renforts. Alors Kadyrov, c'est le dirigeant tchétchène, hein, Ramzan Kadyrov, proche soutien de Poutine, annonce envoyer des hommes dans les zones de tension. Nous ferons tout pour préserver l'unité de la Russie, assure-t-il. Vladimir Poutine reçoit le plein soutien de son homologue turc Recep Erdogan lors d'un entretien téléphonique selon le Kremlin. 17h30, donc samedi 24 juin 17h30, Wagner avance vers Moscou. Des combattants de Wagner sont entrés dans la région de Lipetsk, annoncent les autorités locales, ce qui confirme leur progression vers Moscou. La Lettonie renforce la sécurité de ses frontières et ne laisse plus rentrer les Russes sur son territoire. La région de Kalouga, à 180 km de Moscou, restreint les déplacements. À Moscou, le maire Sergueï Sobyanin juge la situation difficile et avertit que la circulation pourrait être bloquée dans certains quartiers de la capitale. Il décrète que lundi, donc demain, le lundi 26 juin, sera un jour chômé. 19h30, coup de théâtre, Evgeny Prigojine annonce que ses troupes rentrent dans leur camp. Le chef du groupe militaire Wagner a appelé ses troupes à stopper leur marche vers Moscou, opérant une spectaculaire volte-face, tandis que Kiev revendiquait des avancées à l'est de son territoire. Pour éviter que le sang russe ne coule, nos colonnes font demi-tour et nous partons dans la direction opposée, rentrer dans les camps, a déclaré le tempétueux Prigojine après avoir lancé vendredi soir un coup de force inédit contre le Kremlin pour libérer le peuple russe. Ça, c'est l'actualité, voilà, entre guillemets, officielle que j'ai à ma disposition. Donc, voilà, je ne connais rien. Voilà, si vous allez sur les médias, voilà, Le Monde, 20 minutes, etc., vous n'aurez pas forcément ni plus ni moins d'informations que je vous communique. Alors maintenant, mon interprétation. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert de la Russie, hein, clairement. Donc attention, hein, il faut prendre tout ce que je vous dis avec des pincettes. Néanmoins, je suis quand même un expert des marchés financiers, de l'immobilier, enfin des marchés, hein, de l'investissement, et donc je suis obligé, évidemment, de suivre ce qui se passe avec attention. Moi, j'ai été surpris, hein, bien sûr. Hein, vous voyez, hier, le samedi 24, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille, hein, donc je n'avais pas du tout la tête à suivre l'actualité. Hein, je vais être transparent avec vous. Et dans la semaine, j'ai énormément de travail en gestion de patrimoine, à monter des dossiers. J'ai beaucoup de dossiers en ce moment. Donc, j'ai été un petit peu pris de court par l'actualité. Néanmoins, il faut quand même que je fasse une analyse. Je ne peux pas rester en dehors de ce qui se passe. Alors, pourquoi c'est très inquiétant? Alors, Poutine, bien que pas démocrate, reste sous contrôle. Hein. Alors, je ne suis pas du tout pro-Poutine. Néanmoins, euh, bien que la Russie n'a pas le même fonctionnement que d'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, hein, clairement, avec des institutions, des chambres, enfin des députés qui dirigent, hein, et pas un président qui a l'autorité absolue. Hein. Alors je vous rappelle que la France, et là je rejoins ce que dit Philippe Fabry, la France tend à avoir un régime bien plus proche de celui de Vladimir Poutine en Russie que de celui du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. Hein. Je vous rappelle que des lois, qu'on soit pour ou contre, hein, ont été passées contre même l'avis du Parlement en France. Donc revenons à la Russie. Alors, bien que la Russie voilà, ne soit pas le pays le plus démocratique au monde, Vladimir Poutine n'est pas le président qui dirige tout. Hein, il a quand même des contre-pouvoirs en Russie et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein, sinon, il aurait pu appuyer sur le bouton rouge et l'Ukraine serait vitrifiée. Hein. Si Poutine avait réellement pouvait faire ce qu'il voulait du jour au lendemain, aujourd'hui, l'Ukraine serait rayée de la carte. Parce que, bah, évidemment, l'armement nucléaire russe est très suffisant pour atomiser l'Ukraine. Donc attention à ce que vous pouvez entendre sur les médias. Poutine, c'est pas le fou furieux qui peut appuyer sur le bouton rouge, qui a les pleins pouvoirs en Russie et qui fait ce qu'il veut. Il a des contre-pouvoirs. Hein, il y a la Douma, il y a des, voilà, il y a des généraux, il n'a pas, contrairement à ce que certains disent, les pleins pouvoirs. Avec Prigojine, on assiste à un phénomène inédit.
Hein. Prigojine, il n'est pas directeur d'un parti politique. Il est patron d'une milice privée, une entreprise privée, qui est capable aujourd'hui de tenir tête à un État nucléaire. Même si Prigojine ne renverse pas physiquement Poutine, il peut se trouver considérablement renforcé pour mener des actions partout dans le monde en s'appuyant sur l'appareil militaire et logistique russe. Donc attention, effectivement, la dernière news que j'ai, c'est les troupes de Wagner font marche arrière et rentrent dans leur caserne. Et au même moment, Vladimir Poutine amnistie Prigojine. Donc c'est assez sensationnel quelque part. Parce que si ça avait été un coup d'État raté, vous pouvez être sûr que Prigojine serait l'homme à abattre aujourd'hui. Or, bizarrement, Vladimir Poutine aurait déclaré que Prigojine est un grand homme de la Russie qui a combattu fièrement en Ukraine et qu'il mérite d'être amnistié et d'être très bien traité, malgré ce qui s'est passé. Donc clairement, vu le discours de Poutine, on ne peut pas dire que Prigojine sort perdant. On ne peut pas dire que c'est un coup d'État raté. Sinon, il se serait passé comme ce qui s'est passé avec le putsch raté de Munich en 1923, il y a un siècle. Là, pour le coup, les dignitaires nazis ont été en prison, dont Adolf Hitler. Là, avec Prigojine, ce n'est pas du tout le cas. Donc, clairement, Prigojine, malgré les apparences, ressort renforcé. Et Poutine, même s'il n'est pas renversé, ressort affaibli. Prigojine n'a pas intérêt à liquider Poutine. Hein, vaut mieux, n'oublions pas que Poutine a été élu en Russie. Alors, on peut s'interroger sur la manière dont les élections sont organisées en Russie. Alors là, je ne suis pas un expert de la Russie, c'est pas à moi de vous en parler, mais Poutine reste un homme élu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Élu avec le système en place en Russie, mais il est élu, contrairement à Prigojine, qui n'est élu par personne. Ce que cherche à faire Prigojine, en réalité, il veut la tête de Sergueï Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe, et qui pourrait être le successeur de Vladimir Poutine. C'est pour cela que j'ai mis un petit peu aussi sa photo en introduction de cette vidéo. En réalité, Prigojine cherche à avoir la tête de Sergueï Shoigu et il n'est pas exclu qu'il y ait des remaniements très importants au sein de l'état-major russe. Et donc, évidemment, on verra si Prigojine sort vainqueur de ce coup de force, on pourrait assister à des remaniements très importants au sein de l'appareil militaire russe, soit avec la chute de Sergueï Shoigu, soit avec la promotion d'adjoint de Sergueï Shoigu, qui serait en réalité très proche de Wagner. Et attention, alors ça, en Occident, on adore ça, on est en train de diaboliser Vladimir Poutine. Alors moi, je ne suis pas du tout un pro-Poutine. Évidemment, le moindre opposant qui critique Vladimir Poutine, ça devient un héros au sein de pas mal de médias occidentaux. Attention, aujourd'hui, Vladimir Poutine, il est menacé par des personnes encore plus extrêmes que lui. Hein Navalny, Alexei Navalny, donc, qui croupit dans les géoles russes, emprisonné par Poutine, il est loin d'être modéré par rapport à Vladimir Poutine. Alexei Navalny a toujours été pour l'annexion de la Crimée. Contrairement à ce qu'affirment les Occidentaux, donc l'opposant russe à Poutine, Navalny, est loin d'être un pro-ukrainien et ne souhaite absolument pas que la Crimée sorte du giron russe. Quant à Prigojine, lui, il trouve que Poutine est trop mou, que Poutine cherche à trop épargner la population russe. Prigojine estime que Vladimir Poutine devrait sonner la mobilisation générale et lancer une guerre comme la guerre patriotique menée par Staline. Et Prigojine, en fait, reproche aux dirigeants russes, donc à Poutine, non pas son agressivité, mais au contraire une trop grande modération et qu'il faut vraiment mobiliser
toute la population en âge de combattre pour lutter contre l'Ukraine, contre toutes les bases avancées de l'Occident. Attention, il faut être très prudent avec ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Hein, si Vladimir Poutine tombe, ou il ressort très affaibli, ce n'est clairement pas à cause d'une frange modérée qui veut un retour à la démocratie, entre guillemets, la démocratie comme l'envisagent les Occidentaux. On est loin de ce scénario. On a rencontré un durcissement du régime, avec même l'apparition, disons, d'un phénomène de, pour reprendre les termes de Philippe Fabry, d'impérialisme revanchard. Hein, ce pas mes termes, ce sont les termes de Philippe Fabry. Donc j'aime bien un petit peu sa philosophie à Philippe Fabry. Et attention, pour l'Occident, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle que Poutine sort affaibli au profit de Prigojine. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle sera la réaction des marchés. Première vision, hein, lundi, hein, donc demain, la vision optimiste. Donc les marchés peuvent considérer que Poutine et Prigojine se neutralisent, que la Russie connaîtra une seconde explosion comme l'explosion de l'Union soviétique en 91, que l'Ukraine va retrouver ses frontières d'avant 2014, Crimée incluse, et que tout va rentrer dans l'ordre avec une Russie démembrée qui deviendra un grand gâteau que se partageront les multinationales occidentales. Ça, il y a des chances que les marchés interprètent ce qui se passe en Russie comme comme après 91, qu'on va rentrer dans finalement une nouvelle ère du libéralisme, hein, du capitalisme, une nouvelle victoire du capitalisme international avec finalement une Russie qui s'effondrerait et où les multinationales se partageraient le gâteau. Ça, c'est la vision optimiste, notamment prônée par certains gérants actions, ce que j'appelle toujours hein, les dogs de Bordeaux, hein, qui, eux, finalement, voient un petit peu, envisagent, enfin, voient la planète un peu comme un grand gâteau à se partager. Donc, qu'est-ce qui va se passer hein, si ça se produit hein, dans ce cas? On aurait demain, à partir de demain, une envolée des marchés actions, une détente sur les taux d'intérêt, une montée de l'euro, parce que forcément, la vision optimiste, c'est la Russie s'effondre, donc évidemment, on aura l'Europe qui va s'étendre à l'Est, hein, qui irait jusqu'à Moscou, hein, Moscou vassalisé, donc Moscou qui carrément rentrerait dans le giron d'Ursula von der Leyen, donc une Europe qui serait un grand libre marché où on peut faire tout ce que l'on veut. Et donc évidemment, on aurait l'euro qui s'envolerait, une détente des taux d'intérêt, et une baisse de l'or. Et évidemment, des marchés actions qui partiraient sur la Lune. Donc ça, c'est la vision optimiste. Alors, c'est pas à moi de juger les marchés, mais si les actions ouvrent en hausse demain, moi, je vous invite à la plus grande prudence parce que c'est pas du tout ce à quoi on pourrait assister. Je suis pas un expert de la Russie, mais Prigojine, c'est clairement pas un enfant de cœur. Et les personnes aujourd'hui qui menacent Poutine sont encore plus extrêmes que lui. Et là, je rejoins la vision de Philippe Fabry, qui clairement, n'incite pas à la prudence. La vision pessimiste maintenant, les marchés peuvent considérer que face à une Russie en pleine effervescence, le pouvoir peut basculer vers des hommes bien plus extrêmes que Poutine, avec une tendance encore plus affirmée vers l'impérialisme revanchard, hein, toujours pour reprendre les termes de Philippe Fabry. Donc avec un Prigojine qui partirait en Biélorussie, un effondrement du ministère de la Défense avec l'arrivée de personnes favorables à Prigojine, on aurait alors une milice privée, Wagner, capable de frapper partout où elle le veut, en s'appuyant sur l'appareil militaire russe, en déstabilisant les pays baltes, la Pologne et même l'Allemagne et la France, notamment via l'Afrique. Je vous rappelle que la France est en train de perdre pied en Afrique à cause de Wagner. Le Mali, tout ce qui se passe au Mali, hein, c'est Wagner qui est en train de pousser ses pions en montrant clairement au pouvoir malien qu'ils sont capables, bien plus que les Français, d'assurer la sécurité du gouvernement malien en place. Et c'est comme ça que les Maliens, le Mali a demandé à la France de quitter le Mali. Qu'on est progressivement, la France est en train progressivement de perdre pied en Afrique à cause en grande partie de Wagner.
qui fait copain-copain avec la Chine, hein. La Chine s'occupe d'avancer ses pions sur le terrain économique en Afrique, tandis que Wagner joue le rôle de milice privée internationale. Donc, ce qui se passe, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Européens et a fortiori pour nous, Français, que on ait une prilogisation de la Russie, parce que Prilogine, il ne défend clairement pas les intérêts occidentaux, bien au contraire. Donc évidemment, si ce scénario est pricé par les marchés, on aurait une violente chute des marchés boursiers, des marchés actions notamment. Déjà, on a eu 5 jours consécutifs de baisse du CAC 40 la semaine dernière. Donc là, on pourrait avoir dès demain, dès cette semaine qui arriverait, avec un CAC 40 qui s'enfoncerait, qui chuterait fortement en direction des 7000, voire même en dessous des 7000 points. On aurait l'euro qui s'effondrerait, parce que ça voudrait dire beaucoup d'instabilité en Europe, hein. D'ailleurs, les pays baltes ont fermé leurs frontières avec la Russie. La Pologne, hein, les pays baltes, la Pologne s'inquiète, hein, d'un renforcement de Prigojine au sein de l'appareil militaire russe, hein, surtout que Prigojine, là, aux dernières nouvelles, part en Biélorussie. Je vous rappelle que la Biélorussie a une frontière commune avec la Pologne. Voilà, donc c'est assez inquiétant, hein. Et surtout, voilà, s'il ressort complètement amnistié par Vladimir Poutine, ça veut clairement dire que Prigojine n'est clairement pas le perdant de l'histoire. Donc on aurait l'euro qui chuterait fortement face au dollar, parce que quoi qu'on dise, là encore, c'est pas pour être pro-américain, je suis ni pro-russe ni pro-américain, mais si on a une recrudescence des tensions internationales, le dollar, croyez-en certains, le dollar servira de valeur refuge. Et ça sera l'euro qui sera le dindon de la farce. On aurait le dollar qui s'envolerait, les taux qui monteraient, hein, par crainte de l'inflation, de la remontée des matières premières, etc., etc. Les marchés baisseraient et évidemment, un grand gagnant serait l'or qui exploserait à la hausse à cause des incertitudes. Donc moi personnellement, je pense qu'avec ces événements, en tout cas, on assiste à un affaiblissement général des États au profit de multinationales qui pourraient être capables de créer leur propre milice, hein. Moi, je, je vous rappelle, hein, pas besoin d'aller en Russie, regardez ce qui s'est passé en France quand on a eu un journaliste, un député, Monsieur François Ruffin, et là encore, je suis pas du tout pour la France insoumise. Enfin, je suis plutôt un grand libéral, donc tout ce qui est État et tout ça, la main mise de l'État, ça c'est pas trop mon truc. N'empêche que la liberté, moi je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression. Et François Ruffin a fait un reportage professionnel de grande qualité pour dénoncer ce que fait LVMH et Bernard Arnault. Bon, on peut être pour, et là encore, je n'ai rien contre LVMH, puisque j'ai moi-même des actions LVMH au moment où je vous parle. Je suis clairement pas un anti-LVMH, hein. Je n'ai pas du tout intérêt à ce que LVMH chute. Qu'a fait Bernard Arnault? Il a débauché Bernard Squarcini, patron des renseignements généraux, et il lui a demandé d'intimider, de prendre en filature François Ruffin, pour justement l'intimider et l'empêcher peut-être de révéler certaines choses qui peuvent être compromettantes. Et ça c'est documenté, hein. François Ruffin a fait l'objet d'intimidation. Il a porté plainte, hein, contre Bernard Squarcini et Bernard Arnault, pour y éviter un procès qui aurait été assez salissant, Bernard Arnault a payé pas mal d'argent à la justice pour classer l'affaire, voilà, pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Donc, vous voyez, on voit bien que c'est pas très clair ces histoires, hein, parce que honnêtement, si François Ruffin ne racontait que des conneries, moi, si j'avais été Bernard Arnault, j'aurais attaqué François Ruffin pour diffamation. Je sais pas, moi, je sais pas, quelqu'un m'attaque, je sais pas, m'accuse, j'en sais rien, de criminel ou de pédophilie ou de je sais pas quoi, bah, j'attaquerai en diffamation. Parce que, bon, c'est clairement faux. Donc, si Bernard Arnault était si blanc que ça, il aurait attaqué François Ruffin pour diffamation. Or, il a choisi de finalement un compromis en versant 10 millions et classer l'affaire. Et d'ailleurs, il l'a même reconnu.
lors de la commission d'enquête au Sénat. Il y a eu le Sénat a fait une commission d'enquête. Il y a eu la commission d'enquête sur le fonds Marianne, mais il y a eu également la commission d'enquête sur le poids des milliardaires, de certains milliardaires, dont Bernard Arnault, sur les médias. Bernard Arnault n'a pas, euh, n'a pas démenti tout ce qui s'est passé avec François Ruffin. Il a même dit que François Ruffin, c'est quelqu'un d'extrême gauche qui menace, la sécurité de LVMH et qu'il fallait faire quelque chose pour éviter que LVMH ne soit sali. D'où l'argent, etc. Donc, parce qu'on ne peut pas mentir à la commission du Sénat, c'est un délit très grave de mentir à une commission parlementaire. Donc là, c'est un exemple clairement que il n'y a pas besoin d'aller en Russie. Même en France, on a aujourd'hui des hommes qui ont un pouvoir énorme, qui est plus puissant que le gouvernement. Moi, aujourd'hui, j'essaye plus de comprendre quelle est la stratégie de personnes comme Pinault, comme Arnaud, comme Xavier Niel, que ce que fait Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron n'ira jamais contre l'intérêt de ces gens-là. Et c'est pareil aux États-Unis. Quelqu'un comme Elon Musk, potentiellement, a les capacités d'avoir sa propre milice, ses propres médias, son propre État quelque part, un État dans l'État. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas, un Bernard Arnault ou un Elon Musk qui ont une armée à eux. C'est le cas aussi avec Prigogine qui a le groupe Wagner à lui, mais on assiste progressivement à une montée en force des entreprises, des grandes entreprises capables d'avoir un pouvoir aussi puissant que les États. Et vous regardez même les patrimoines, Prigogine, attention, c'est quand même un multimilliardaire. C'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un comme moi qui est en passe d'atteindre sa liberté financière, en passe de quitter le salariat, parce que j'ai quelques biens immobiliers, de la SCPI, de l'assurance vie, un Pinel, etc., qui sont en passe de me donner suffisamment de liberté pour sortir du métro boulot dodo. Et Logine, sa fortune, ça doit être peut-être 10 000 fois la mienne, hein, voire plus. Bernard Arnault, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont des patrimoines qui sont capables de peser sur un État. Hein. Bernard Arnault, alors là, ça a un peu baissé LVMH, 200 milliards d'euros, c'est 7% du PIB français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La fortune de Bernard Arnault, c'est la même fortune que 20 millions de Français. Donc on a aujourd'hui des hommes, des personnes physiques qui ont un pouvoir énorme. Même sous Louis XIV, la richesse, la fortune de Louis XIV, elle ne pesait pas 7% du PIB français de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, on a ça. Et ça, pour moi, c'est un grand risque. Pour moi, c'est un grand risque que finalement, on ait vraiment des intérêts privés qui finissent par supplanter le bien-être public. Voilà. Donc, il va falloir surveiller de très près ce qui va se passer durant ces prochaines heures, ces prochains jours, qui promettent d'être très intéressants. À surveiller l'ouverture des marchés demain, comment les marchés vont ouvrir. Ça va donner un peu un sens à l'évolution. Pour moi, mais attention, les conseils n'engagent, les promesses et les conseils n'engagent que ceux qui croient. Moi, vu ce qui se passe, vu l'actualité, les marchés devraient baisser parce que cette séquence ouvre beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer en Russie, sur ce qui peut se passer sur le front ukrainien, sur ce qui peut se passer en Biélorussie et ce qui peut se passer en Europe de l'Est. Et donc, évidemment, l'Europe, ça va faire beaucoup d'instabilité en Europe, des tensions inflationnistes en plus. Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés. Hein. Pour moi, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, la diversification dans ce contexte apparaît comme une stratégie majeure. Parce que si vous faites un all-in sur les actions et que demain, on a une guerre civile à nos portes, bah, les actions,
ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si vous mettez tout dans l'or et que demain, youpi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bah, l'or il va aller à la cave. Par contre, si vous construisez une allocation d'actifs avec un peu d'immobilier, de l'or, des actions, de l'obligataire, si jamais on va en récession, l'obligataire va être un très bon placement. Si demain, dès lors que les marchés commenceront à pricer une entrée en récession qui va arriver, je ne suis pas devin, on va avoir une récession. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu. Il y en a eu dans le passé. Vous ne pouvez quasiment pas avoir 10 années consécutives sans une récession. Il y a eu 98, il y a eu 2001, 2002, ensuite il y a eu 2007, 2008, on a eu la crise du Covid, il va y avoir une récession parce que c'est le mouvement naturel des marchés. C'est comme il y a la mort après la vie. Donc il y aura une récession. Les taux ont beaucoup monté. Les taux qui ont monté vont avoir un impact sur l'économie avec un lag de 6 à 12 mois. Or, les taux ont commencé déjà à monter au printemps dernier, au printemps 2022. Ça fait déjà un an que les taux ont fortement monté. Donc, on va commencer à avoir les retombées de ces hausses de taux à partir du second semestre 2023. Il faut avoir un ralentissement de l'économie. Moi, je le vois un petit peu autour de moi, puisque je travaille dans le secteur de la finance. Je vois que un certain nombre d'acteurs dans le domaine de la finance ça commence à serrer les dents, comme on dit. On a les budgets qui commencent à diminuer. On voit le budget intérim, le budget consultant qui commence à diminuer chez un certain nombre de clients. On voit que l'économie va ralentir. Et c'est normal, les hausses de taux commencent à avoir un impact sur l'économie. Donc, on va avoir une entrée en récession. Alors, est-ce que ça va être en juillet 2023, en août 2023, en décembre 2023 ou en mars 2024? J'en sais rien. Mais on va avoir une entrée en récession. Et dès lors qu'on aura une entrée en récession, les banques centrales qui ne veulent pas d'un effondrement de l'économie façon 1929 vont baisser les taux. Si les taux baissent, les obligations vont flamber. Du coup, l'obligataire peut aussi être très intéressant dans une stratégie d'allocation d'actifs. Donc ça, c'est hyper important, surtout quand il y a de l'incertitude, c'est de bien se diversifier, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et dernier conseil, ne pas tomber dans le sentimental. Je sais que parmi mes lecteurs, il y a beaucoup d'entre vous qui sont à fond pro-Ukraine, qui sont pour l'Occident, pour l'Ukraine, contre la dictature en Russie, etc., etc. Bon, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais attention, il ne faut pas tomber dans ce jeu sentimental. Un investisseur doit avoir la tête sur les épaules et analyser les choses froidement. Pas de méchant et de gentil. Il n'y a pas le gentil Zelensky contre le méchant Poutine. Ni demain, il y aura le gentil Prigogine contre le méchant Poutine. On a des dirigeants qui cherchent leurs intérêts. Zelensky, Poutine, Prigogine, Macron chez nous, voilà, chacun, et là Scholz en Allemagne, chacun cherche à se positionner. On a des dirigeants qui jouent leur partition, qui sont à la tête de pays et qui utilisent les pays, les responsabilités qu'ils ont pour mettre en avant leur intérêt personnel. Donc attention de tomber dans le sentimental. Un investisseur doit rester froid et être capable de sortir de ses abstractions, de ses convictions politiques ou religieuses, mais suivre une réalité économique et rationnelle. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de week-end. Et si vous êtes intéressé voilà, pour avoir un point plus personnalisé, parce que je ne peux pas donner comme ça des conseils en l'air. Chaque personne a des objectifs patrimoniaux, a son aversion au risque, des projets qui lui sont propres. Et je ne peux pas conseiller aux gens, tiens, toi, tu vas investir dans l'or, toi, tu vas faire un Pinel, attention, parce que le Pinel, dans 6 mois, un an, il n'y en aura plus. Toi, tu vas faire de l'assurance vie, etc., etc. Chaque personne, chacune d'entre vous, en fonction de son passé, de son aversion au risque, de son histoire, de ses projets,
aura une stratégie patrimoniale qui lui est propre. Si vous souhaitez un, un conseil, on va dire, personnalisé, bah, vous avez mes coordonnées. Hein. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je priorise, j'ai pas mal de personnes qui me contactent hein, pour faire des bilans patrimoniaux, pour mettre en place des stratégies. Donc, c'est ce qui explique pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Hein. Priorité, évidemment, bah, aux personnes qui me contactent personnellement pour faire un suivi personnalisé, hein, par rapport à des vidéos qui, de toute façon, hein, moi je suis honnête avec vous, je ne peux pas me permettre de me mouiller, de vous dire bah, investissez dans les actions, investissez dans l'or, investissez dans l'immobilier, parce que en fonction de chacune d'entre vous, un investissement peut être très bon et pour un autre peut être catastrophique. Donc voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la diversification, ce n'est jamais mauvais. Voilà. Ça, c'est du bon sens. Hein. Diversifier son patrimoine, c'est toujours positif. Et évidemment, ne jouez jamais avec l'argent dont vous avez besoin pour vivre et pour faire vivre votre famille. Ça, c'est les deux conseils que je peux vous donner sans prendre trop de risques. Sinon, si vous voulez un conseil personnalisé, vous pouvez me contacter et ça sera un plaisir pour moi que de vous répondre. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Profitez, hein, si vous êtes en Île-de-France, il va faire très chaud aujourd'hui. Excusez-moi un petit peu, j'ai pas la tenue vestimentaire pour faire une présentation. J'étais vraiment pris de court par les événements en Russie. Hein. J'ai appris ça ce matin. Hier, c'était la fête du village, la fête de l'école, l'anniversaire de ma fille. Enfin, on a souhaité pas mal de fêtes. Donc voilà, et j'ai énormément aussi travaillé sur mes dossiers patrimoniaux. D'ailleurs, je vais revenir au fourneau hein, parce que j'ai encore des dossiers en gestion de patrimoine à faire. Excusez-moi un petit peu de cette tenue vestimentaire un petit peu light, hein, on va dire. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!